Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà. Donc, on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonjour DMG. Bonjour. Je vous fais ce voice depuis le Cameroun pour vous raconter l'histoire d'un collègue. En effet, je suis à Bamenda en service et on avait donc un collègue qui était entré dans des affaires compliquées. Un soir, nous étions en train de boire. En fait, je connaissais bien sa femme, ses enfants et tout. Et je causais même avec sa fille souvent de temps en temps au téléphone, elle m'appelait et tout, puisque j'étais l'ami à son père. Un jour donc, nous étions en train de boire une bière. Mon ami me demande que si demain il arrivait que quelque chose de mal, est-ce que je pourrais encadrer ses enfants, puisque nous sommes de très bons amis et que il disait toujours un véritable ami vaut mieux qu'un frère. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le monsieur était entré dans une réunion où, en face de Commercial Avenue, il y a un couloir qui ressort de l'autre côté et vers le central. Alors, on l'avait invité dans une réunion. Il est parti, il s'est assis, il a causé avec des personnes. En réalité, je ne connais pas le détail de ce qui s'est passé réellement, mais je sais qu'il était parti. Et le lendemain, il a fait un voyage sur Bafoussam. Arrivé donc sur Bafoussam, apparemment, il a fait 2 jours dans un lac. Il était parti avec les gens qui l'ont invité à Bamenda. Ils ont effectué un voyage à Bafoussam. Ils sont partis dans un lac. Ils ont passé 2 jours dans l'eau. Il est ressorti. Et il est ressorti donc. Il travaillait, il était bien portant et tout. Quelques jours plus tard, en fait, on lui a prêté de l'argent, une grosse somme d'argent, peut-être de 8 millions de francs CFA. Quand on lui prête de l'argent, il fallait rembourser. Dans la dite réunion, la dite association, il fallait rembourser. Il éprouvait donc des difficultés à rembourser. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on demandait sa fille. Et le monsieur, on lui a demandé une chèvre. Le monsieur était parti, il a pris une chèvre, il a payé une chèvre, il est parti avec la chèvre. Quand il paye la chèvre, il va avec la chèvre, on lui dit mais non, ce n'est pas la chèvre qu'on veut, on veut un de tes enfants. Tu as pris l'argent à la réunion, tu n'as pas pu rembourser. On a besoin d'une chèvre et on te laisse avec de l'argent. Le monsieur était confus. Donc quand il me racontait l'histoire pour dire si quelque chose lui arrive,
c'est parce qu'il sentait déjà que quelque chose de mal devait lui arriver. Cet argent lui avait permis de lancer les travaux de la maison. Il avait construit une maison à Ronabout, ceux qui connaissent Bamenda, à côté de Ronabout. À côté donc de Ronabout, il y avait du sable versé devant son chantier. Un matin, on s'est levé, puisque nous étions voisins et tout et tout. On a constaté que quelque chose avait transpercé le tas de sable, quittant d'un côté à l'autre, en laissant toutefois un trou à l'intérieur. C'était quelque chose d'impossible. Il vivait encore, mon collègue vivait encore. Alors, on était scandalisé de voir ce genre de choses. On ne connaissait pas. C'était comme un serpent, c'était comme quoi qui avait traversé, créé un petit trou traversé jusqu'à l'autre côté. Un jour donc, nous sommes sortis. Pas que nous sommes sortis, je n'étais pas de service ce jour-là. Lui, il était de service. Il y a eu un accident avec la voiture de service. Il est décédé. Quand il meurt, on m'a dit, je suis à la maison, que Monsieur Fongan est mort. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Fongan, avec qui nous avions bu la bière tout à l'heure à 13h, il m'a dit qu'il repartait pour le service. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, il a fait l'accident. On m'a appelé, nous sommes allés porter le corps. On a mis à la morgue. Maintenant, donc, les chefs ont demandé ceux qui connaissaient sa famille. J'ai dit, je connais sa famille, puisque sa famille ne vivait pas sur place à Bafoussam. Et sa femme et ses enfants ne vivaient pas à Bamenda, plutôt. Mais sa femme et ses enfants vivaient à Bafoussam. J'ai dit, je connais sa femme. On m'a donc chargé d'annoncer le décès à sa femme. Entre-temps, il avait un sac là où il dormait, dans sa maison, au chevet de son lit. On est parti chez lui, il fallait récupérer les effets de service et tout ça. On arrive, on dit, ouvre le sac, toi qui es son ami le plus proche. Quand on ouvre le sac, on voit, il y avait une somme de 600 000 francs à l'intérieur. 600 000 francs. Il y avait un bouquin. C'est tout ce que j'ai pu trouver de spécial dans le sac. Alors, on reste donc, il est mort. Je prends le téléphone, j'annonce à mort à sa femme. Je lui dis, en ma possession, j'ai tel montant que j'ai un bouquin. Donc, c'était comme une bréviaire, comme un petit livre, je ne sais pas trop. Tout. Je n'ai pas pris, mais le titre seulement faisait peur, avec des insignes et tout. J'ai pris, sa femme est venue, elle a identifié le corps et tout. J'ai pris les 600 000 avec le bouquin. Parce que quand nous tous là, nous avions vu même d'abord le bouquin, ça signifiait, tout le monde comprenait déjà ce qui s'est passé. Mais sauf que moi, je n'avais pas encore raconté aux gens que mon collègue et moi avions bu la veille et qu'il paraissait bizarre et il me parlait des choses que je ne comprenais pas dans ma tête. Alors, il savait pertinemment ce qui devait lui arriver. Donc, pour dire que les gens qui aiment les prêts d'argent, parce qu'il est parti dans cette réunion, entré dans cette réunion, parce qu'il voulait prêter l'argent et pour se construire la maison. Voilà comment mon collègue est décédé, parce qu'il partait prêter l'argent dans une réunion. Il est entré dans une réunion parce qu'il voulait prêter l'argent, construire. Dans la vie, il faut aller doucement. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire.
Coucou, bonjour, bonsoir à la grande famille DMG. J'espère vraiment que vous allez tous très bien. Plein de bénédictions sur tout le monde et que Dieu nous garde. Ici Sam, l'homme énigmatique sans voix en provenance de la Côte d'Ivoire. Je viens encore avec une nouvelle histoire intitulée Sortilège d'amour. Alors voilà une histoire qui commence comme la plus simple de toutes les manières, hein. Mais avant, je veux d'abord attirer l'attention de toute la famille DMG sur un fait. Chers amis, chers frères et sœurs, papa et maman, faisons très attention au contact que nous tissons via les réseaux sociaux. Parce que tout se détermine à partir de là. Facebook. Facebook est devenu de nos jours l'entre-mère de tous ces pirates informatiques, mais aussi de ces hommes mystiques-là. Alors, je commence mon histoire en parlant de mon personnage qui s'appelle Samuel. Alors, Samuel a fait la connaissance d'une demoiselle sur les réseaux sociaux, une jeune fille appelée Noura, ça c'est un nom d'emprunt. Elle est très belle, elle provient effectivement des grands quartiers comme Cocody. Pour ceux qui sont à Abidjan ici, ils savent véritablement de quoi je parle, voilà. Alors, la demoiselle en question habitait les grands quartiers résidentiels au niveau de Cocody. Mais ce dernier-là était dans, on va dire, les quartiers moyens, si on peut analyser ainsi les bas quartiers de Koumassi et autres. Et voilà que après maintes réflexions, il va se rendre compte que la fille, elle est vraiment, elle est très belle en sorte. En fait, elle lui a tapé dans l'œil, donc du coup, il va utiliser tous les voies et moyens d'essayer de la voir. Mais cette dernière-là, voyez-vous, chers amis, les personnes qui viennent des quartiers un peu résidentiels, ils ont cette manière-là de se prendre un peu, d'être orgueilleux, tout ça. Donc, il va lui faire savoir comme ça qu'il est intéressé par elle. Et elle va lui faire savoir qu'en aucun moment même, le gars ne lui intéresse, ne serait-ce qu'un tout petit peu, pas du tout. Donc, étant meurtri, le cœur meurtri, bien sûr, il va continuer à se poser des questions. Mais pourquoi est-ce qu'elle refuse? Pourquoi est-ce qu'elle refuse? Parfois, le refus ou le rejet nous pousse à prendre de mauvaises décisions. Et c'est comme ça qu'il décide d'aller en parler à l'un de ses beaux. Parce qu'il avait une cousine là qui sortait avec un béninois. En passant, je salue le Bénin. Alors, ce dernier-là, quand il viendra lui expliquer le problème, lorsque Samuel décidera d'aller expliquer son problème à son gendre béninois, son gendre béninois lui dira, en toute sincérité, lui, il n'a aucune connaissance de tout ce qui est sortilège mystique, mais il a un ami qui sera de retour sur la Côte d'Ivoire d'ici peu. Il en profitera de l'occasion pour lui faire part de cela. Et Samuel ayant eu cette information, commence à se réjouir. Il se dit comme ça que, séance tenante, les choses finiront par entrer dans l'ordre et que la très dulcinée et belle, ravissante, séduisante Noura finira par être à lui. Donc il se voyait déjà avec elle dans ses pensées. Et voici que ce dernier-là arriva, le contact de son gendre arriva et ont décidé tous les deux d'aller le rencontrer quelque part à un endroit. En Côte d'Ivoire, précisément dans la localité de Koumassi, il y a un grand espace qu'on appelle le grand carrefour de Koumassi. C'est un grand espace où on peut y avoir de tout, la nourriture, voilà, on peut y avoir de tout, les appareils électroménagers, les téléphones, les ordinateurs. C'est un grand espace en fait, événementiel. Donc ce dernier arrivera là et Samuel avec son gendre et l'autre, c'est-à-dire les trois se retrouveront là. La famille, voyez-vous à quel point parfois l'homme est absurde et ridicule. Quand on est déterminé à avoir quelque chose, on ferme parfois les yeux et les oreilles sur certains détails. À peine qu'ils sont arrivés, ce dernier-là, venant du Bénin, fait savoir comme ça, enfin, à son ami, je veux dire le gendre de Samuel, comme ça que il se trouve en Côte d'Ivoire pour un travail. Son frère béninois lui tirant un peu la langue pour savoir de quel travail il s'agissait. Ce dernier lui dit comme ça que il est présent en Côte d'Ivoire parce qu'ils sont dans une confrérie et qu'ils savaient qu'il y a un parmi eux qui a couché avec la femme de l'un de leurs frères, tandis que chez eux, ça, c'est interdit. Donc, il est là, en quelque sorte, pour régler ce problème. Et par régler ce problème, et par régler, c'est-à-dire faire ce travail, il voulait simplement faire comprendre à son frère béninois qu'il est là pour le tuer, en fait. C'est-à-dire, il y a une conversation où on parle de doter la vie à autrui et l'autre est là comme ça, il a arrêté et il n'a aucune crainte, aucune peur parce qu'il est déterminé à avoir la fille coûte que coûte. Et là, ils ont eu un peu une conversation à trois où ce dernier, venant tout juste du Bénin, lui a posé quelques questions.
Oui, cher ami, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et il a répondu ouvertement comme ça qu'il était amoureux d'une fille qui voudrait que la fille soit à lui. Alors le Béninois lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux qu'elle soit à toi? Tu veux qu'elle soit sous ton charme? C'est-à-dire, en fait, il y avait des critères. Est-ce que tu voudrais que cette fille-là, elle soit sous ton emprise en permanence? Est-ce que tu voudrais faire toute ta vie avec cette fille-là, marier, avoir des enfants? Ou tu veux juste lui faire un lavage du cerveau, coucher avec elle et puis la laisser? Donc, il a dit qu'il ne savait pas exactement, mais tout ce qu'il veut, c'était la fille. Donc, ce dernier lui avait dit qu'il y avait des choses à faire. Il me semble, il y avait un cadenas à acheter, il y avait un pigeon, tout ça, voilà. Donc, ils ont pris rendez-vous pour le lendemain. Le lendemain, ils se sont retrouvés quelque part, dans un petit village qu'on appelle Adjawi. Lorsqu'ils se sont retrouvés, ils ont commencé les préparatifs. Ce dernier lui avait demandé s'il avait une photo de la demoiselle. Il a dit bien sûr que oui. Il a donné la photo de la fille et il a même donné le nom de la fille. Donc avec ça, déjà, on peut lancer le sort d'ensorcellement. Et lui-même, Samuel, on lui a fait quelques cicatrices, ce qu'on appelle les cicatrices légères avec une lame. Au niveau du front, on lui a fait 2 cicatrices et au niveau des reins, 2 cicatrices et il lui a donné une poudre noire qu'il devait boire et aussi appliquer cette poudre noire-là sur ses différentes blessures. Donc après avoir fait ça, il explique la suite de l'histoire en disant que c'est là où ça commence à devenir intéressant parce que il est couché à la maison chez lui, il sent que lui et la fille, les deux ne font plus qu'un seul corps. Je sais pas, ça devient un peu mystique. Il est chez lui à la maison. Il a tendance à entendre les respirations de la fille de l'autre côté. Un peu comme la personne a peur. Elle se sent complètement effrayée. Elle est sous son emprise. Quand tu lui écris, elle ne tarde même pas à lui répondre. Elle envoie tous des messages et autres. Et ce qui arriva, arriva. Ils se sont donné un rendez-vous. Ils ont couché ensemble plusieurs fois. Et à la longue, il trouvait qu'elle était de plus en plus collante. Mais c'était déjà bien trop tard parce que sa cousine venait tout juste de rompre avec son gendre béninois d'abord, un, et de deux, quand il décida d'aller voir ce fameux béninois qui était venu sur la Côte d'Ivoire pour faire le travail, ce dernier était parti. Parce que généralement, ces personnes-là se déplacent sous une périodicité. Donc, une fois que le délai arrive, ils sont partis. Et c'est ainsi comme ça que Samuel s'est retrouvé confronté dans cette situation à avoir cette dernière-là sous son dos. Ce qu'il avait qualifié d'amour véritable au départ, il n'aurait jamais pu imaginer que ça allait se transformer en un véritable carnage, ou on va dire une prison, une prison sentimentale. Donc du coup, il va décider d'aller à l'église, confesser son péché, et avec la prière, la fille sera entièrement délivrée. Donc par ce message-là, par cette histoire plutôt, je voudrais vraiment vous interpeller sur les différents contacts que nous faisons derrière les réseaux sociaux. Parfois, notre voix, la voix, le simple fait que nous disons, nous décrochons le téléphone, nous disons allô, est largement suffisant pour ces personnes-là qui ont des esprits un peu pour pouvoir nous faire des attaques. Donc méfions-nous et apprenons aussi à être un peu rigoureux, à ne pas décrocher à tous les numéros. Parce qu'il y a certains numéros qui appellent juste pour avoir comme ça des âmes. Allez, portez-vous bien, bisous et que Dieu nous garde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous la famille, partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter une histoire que j'ai suivie dans une émission chez nos voisins du Nigeria. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette émission-là parlait en fait de la puissance des pouvoirs ancestraux africains. Et au cours de l'émission, il y a alors quelqu'un qui... Les gens peuvent souvent venir raconter quelque chose et tout ça, ou donner des conseils. Il y a alors quelqu'un qui monte. Apparemment, lui n'avait pas vu, il avait atterri, il n'avait pas lu les titres de l'émission. Il ne connaissait pas le concept. Le gars vient et commence à dire que non, c'est son prophète qui détient les pouvoirs. Le gars, il vend des bracelets, des brassards, des écharpes qui sont anti-pare-balles, anti-agression, anti-vol. Donc, tu mets dans ta maison, dans ton commerce, les bandits ne passent plus, tu portes le bracelet, on ne peut pas t'agresser, tous ces trucs-là. Imaginez la famille que les gens l'ont mangé à toutes les sauces dans ce panel. Un lui demande même, mon frère, toi, ton prophète, je ne vais pas prononcer le nom du prophète, toi, le prophète là, ce n'est pas celui qui se déplace tout le temps en cortège, accompagné de policiers lourdement armés là. Mais en plus, le Joe a même une voiture blindée. Tu viens nous raconter quoi là? Pourquoi il ne porte pas ses propres bracelets, brassards et tous ces trucs là?
Donc, pendant que les gens étaient en train de discuter, il y a un monsieur qui est alors monté pour raconter une histoire qu'il avait vécue quand il était adolescent. Qu'est-ce que le monsieur raconte? Il dit qu'en fait, il était à la maison quand un jour un voisin vient. Obi, Obio, on a dit comment, it don't happen, on a dit comment. Les gars sortent en courant. En fait, tout le monde, ceux qui avaient aussi été avertis comme eux, étaient en train de se diriger au pas de course vers une rue adjacente à la leur. C'était une rue qui passait juste derrière leur maison. Et quand ils arrivent, c'était la première maison qui commençait le pâté de maison de ce côté-là. La maison de qui, la famille? C'est la maison de Chief Ozo. Chief Ozo est un traditionnaliste dur de chez dur. Chez lui, il n'y a pas que l'église, les trucs des blancs, les religions que les blancs apportaient, il n'est pas dedans. Sa maison, c'est donc ses enfants, sa femme. C'est tradition. Voilà que quand ils arrivent, le grand portail est ouvert. Les gens sont déjà en train de venir de tous les côtés. Ils entrent, les gens crient, oh, see this, what happened, what happened? Qu'est-ce qui se passe, la famille? Il y a 3 jeunes hommes qui sont calés là pour se taire. L'un des garçons, le monsieur Obi dit que l'un des garçons était un des gars du quartier, un gars qui est reconnu pour avoir le super glue à la main. Le style que tu es en train de laver ta chaussure là, tu vois son ombre passer, tu passes sécher ta chaussure à l'intérieur de la maison parce que le gars, il passe, donc son ombre frôle ta chaussure va le suivre. Il ne vole pas ta chaussure, c'est ta chaussure qui le suit. Voilà le gars qui est entre la barrière et le mur de la maison, en train de longer, un peu comme s'il était en train d'aller vers l'arrière de la maison, dans le couloir de ce côté-là. Le gars il était accroupi en position. Vous voyez comme un bandit en train d'aller doucement, là, il ne veut pas faire de bruit et tout ça. Le deuxième que les gars revoient est à l'angle là-bas. Il est à l'angle entre la barrière et le portail. Apparemment, c'était lui l'éclaireur parce que d'où il était, il avait la vue sur l'autre aile de la maison et aussi sur l'étage. Parce que Chief Obi, sa maison est une très belle maison en étage. Donc, si au cas où quelqu'un allume en haut ou bien il y a un mouvement de son côté, il allait avertir les autres. La troisième personne, la famille, était devant la porte d'entrée. Le gars était accroupi et devant lui, il y avait des instruments, donc des tenailles, des trucs comme ça. Donc apparemment, il était en train de forcer la porte d'entrée. Voilà que le gars, ils sont là, ils regardent. Et les gens sont là, ouais, il y avait certains parents de ces gars-là qui étaient arrivés, étaient en train de supplier Chief Obi. Chief Obi était assis à sa véranda, hein. Il était assis sur sa chaise, là, il regardait les gens, il riait seulement. Les gens, ouais, papa, ouais, laisse alors les enfants, ils ont appris la leçon, pardon, le Chief Obi dit jamais. Voilà que même la police vient. Ah, la famille, j'ai oublié, il y avait une 4e personne, il était derrière la maison. C'est un peu comme s'il avait voulu entrer par derrière. Lui, il était aussi calé poster là-bas. La police vient. La police, à ce moment, si tu n'as pas fait la force, tu négocies. On dit à Chief Obi, pardon. Gars, on a vu avec nos propres yeux, ils sont là. S'il te plaît, libère-les alors. On ne peut pas les porter comme ça, les amener au poste. Parce que là, ils sont comme des statuettes, pardon, permet alors que... Et les gars avaient les traces de l'arme. Et ils avaient aussi des griffures, les 4 bandits. Ils avaient des griffures sur le corps, sur les jambes, les bras, le visage. Et ils avaient des traces de l'arme dont les larmes coulaient. Vous voyez, non, mais ils étaient calés posters. Les griffures, bon, le gars dit qu'il ne sait pas, c'est comme des griffures d'animaux. Mais ils ne savent pas quel est l'animal qui les avait griffés ou bien avec quoi ils avaient bagarré ou qui sait. Les gars étaient calés posters. La police négocie. Finalement, les gens du quartier ont appelé certains initiés du quartier, là aussi, certains traditionnalistes. Là. Les gars sont venus, ils ont pris Chief Obi de côté. Ils ont parlé entre eux initiés. Finalement, Chief Obi allait à la maison. Il est ressorti avec un plat en bois. On dit que dans le plat en bois, là, il y avait un calcaire blanc, une grosse pierre blanche. Il avait en main apparemment une boisson alcoolique. Il avait la cola. Il y avait le alligator pepper dans le truc là. Et il y avait quoi? Je ne sais plus. Donc, Chief Obi prend ça. La famille, qu'est-ce qu'il fait? Le gars se dirige derrière sa maison. Bien sûr, les jeunes suivaient de loin nos gars. Les gars se dirigent derrière la maison avec les initiés. Le gars se place au coin de la maison. Vous voyez les 4 coins de la barrière. Il se place au premier coin. Qu'est-ce qu'il y avait au-dessus de cette barrière-là? Au-dessus de la barrière de Chief Obi, il y avait des statuettes d'animaux. L'aigle, le lion. Non, le lion était devant. Devant, il y avait le lion et le serpent. Devant, il y avait le lion et le serpent. Derrière, il y avait l'aigle et l'hibou.
Derrière, il y avait l'aigle et l'hibou. Devant, il y avait le lion et le serpent. Voilà les 4 animaux dont les enfants savaient que c'était les statuettes pour embellir la maison. Voilà que ce jour-là, le quartier a appris que non, les statues-là n'étaient pas simples. Le gars se place devant, il gratte la craie là, il parle, il prend le whisky, il asperge sur les trucs là, il prend l'alligator pepper en parlant, il fait les trucs et il a répété ce processus à chaque angle, donc devant chaque angle qui était surmonté par cette statuette. Quand il termine, il avait aussi une queue d'animal, une petite queue dans le plateau. Quand il termine, il prend alors la queue, il s'approche du premier gars, il le tape. Le gars sursaute, tombe. Il tape le deuxième et puis après il tape le troisième. Toujours en parlant, il parlait toujours, il les pulvérisait, je sais pas, le whisky ou je sais pas quoi là. Il les pulvérisait ça, donc les gars sont tombés. La famille, finalement, c'est la police qui a demandé aux gens de venir porter les gars et de les mettre derrière la voiture parce qu'ils n'arrivent même pas à marcher. Les gars avaient les pieds qui tremblaient. Ils disaient qu'ils avaient mal au corps, ils avaient les muscles et tout ça. Tu m'as dit que non, ça va. C'est qu'ils ont fait le sport. Ils ont vu, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Ça va, ils peuvent déjà partir. Donc, la police a demandé aux gars que, pardon, venez les porter. On les porte. Les gars, les jeunes du quartier les ont portés, les ont posés derrière la voiture de police et c'est comme ça qu'ils sont partis. La famille, ce n'est pas chez tout le monde qu'on part voler. Passez une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour BMG, bonjour à la communauté de BMG. J'espère que vous allez bien, mon rapport. J'espère que toi également ça va. Je sais, tous ceux qui viennent ici ne viennent pas forcément avec un bon cœur. Donc, ce que je peux te demander, c'est toujours de faire attention. De toute façon, nous qui apprécions ce que tu fais, dans nos prières, on t'inclut. Et toi aussi, ne l'oublie jamais de toujours remercier Dieu et de toujours te présenter à lui. L'histoire que je viens te raconter ce soir, que je viens raconter à la famille, c'est une histoire que je voulais aborder avec vous depuis janvier 2025. Mais tellement les situations se sont enchaînées, je n'ai pas pu. Avant d'arriver à 2025, je voudrais d'abord ouvrir une petite parenthèse. Il s'agit effectivement de ma propre vie et de ma vie, de ma relation. J'étais avec un homme, vous allez comprendre pourquoi je parle au passé. Et on s'est connus en 2020. Il avait sa vie, j'avais ma vie, puis on a décidé de se mettre ensemble et au début ça allait, puis après il y a eu les coups bizarres dans les couples là, les histoires de copines et tout le reste, le gars commençait à se déséquilibrer tout seul. Et malgré ça, moi je restais positive, à me dire ça va aller. Il y avait aussi des combats spirituels et en tant que femme forte, femme de prière, je mettais mes genoux au sol pour ça. Il n'y avait pas que lui, on était tous les deux dérangés, persécutés. Et je combattais, j'étais la seule en fait qui était debout par rapport à ça. Parce que lui, c'est vrai, il me disait, je suis chrétien, je suis protestant, mais ce n'était pas vraiment ça. On a eu à se séparer. Parce qu'il y avait toujours spirituellement une femme qui combattait avec moi. Et c'est lorsque, en songe, j'ai accepté que cette femme-là me fasse sortir de la maison de cet homme, qu'une semaine après, on s'est séparés. Et donc on a fait 6 mois de séparation. Après, il est revenu s'excuser. En revenant, je l'ai conditionné. Il m'a aussi dit en retour ce qu'il voulait. La femme, le plus souvent, elle se plie. L'homme, parce qu'il veut obtenir quelque chose, il fait croire que ça va, mais après, on recommence. Et donc, pour vraiment s'excuser, il m'a dit, Chanel, c'est le moment. On a déjà fait 2 ans ensemble, 2 ans et demi, parce que je vais inclure les 6 mois de séparation. Il est temps pour nous d'aller vers l'avant. Et donc, on a fait des fiançailles qui ressemblaient à une coutume. Franchement, c'était super. Il y a eu la paix pendant 4 mois, 5 mois. Ensuite, on a rechuté dans la guerre, dans les problèmes. Le quartier où nous étions aussi, en fait, 2 jeunes
les gens autour détestaient. Ils se prennent pour qui? Deux jeunes comme ça veulent nous montrer quoi? Et on était stable. Cette année, en 2024, pardon, on avait déjà 1 an de fiançailles. Dieu, en fin d'année, me bénit déjà par une promotion que je n'attendais vraiment plus. Et par une grossesse qui s'est présentée vraiment comme une grâce. Après une prière, un dimanche, j'ai eu à remettre cette prière-là à Dieu, à le faire se rappeler que Seigneur, ça fait déjà tant d'années que je n'ai qu'un enfant, il est déjà assez grand. Et pourquoi pas me bénir encore là avec un autre? Pourquoi ne pas fortifier ma relation avec un autre? Parce que lui, il avait déjà des enfants avec 3 femmes différentes. Mais avec moi, à chaque fois que j'avais un retard, si ça ne sortait pas, en tout cas, ce n'était pas ça. J'ai eu son premier retard, c'était des jumeaux. À 4 mois, ils sont sortis. Donc là encore, quand j'ai fait la prière en disant que Seigneur, je crois que nous sommes prêts à recevoir à nouveau. Le lundi, je suis tombée malade. Et lorsqu'on a fait les examens, on m'a dit, Madame, vous êtes enceinte. Moi, ça m'a surprise parce que j'avais quoi, même pas 3 semaines, j'avais déjà vu mes menstrues. Ça m'a étonnée. Donc quand je suis allée faire l'échographie, on m'a dit, Madame, la grossesse date de quoi, 1 semaine et quelques jours. Ah, c'est formidable. La paix s'est complètement installée dans la maison. Les problèmes que nous avions et autres se sont diminués parce que lui, malgré son amour pour moi, il voulait aussi que je puisse lui donner les enfants. Parce que ça, c'est quelqu'un, il aimait trop les enfants. Et il voulait ça. Pour moi, je peux même dire que ma relation, notre paix était basée sur ces enfants-là. Et donc, quand la grossesse est venue, j'ai retrouvé l'amour de ma vie. La paix, on avait ça dans la maison, c'était tranquille. Et j'entrais déjà, on était déjà dans le mois de janvier. On m'avait déjà prévenu que c'était une grossesse précieuse et qu'il fallait vraiment que je ne fournisse pas d'efforts. Donc même au travail, les collègues me rassuraient, me demandaient de ne pas vraiment me casser la tête. Je pense qu'en janvier, il y avait aussi déjà beaucoup de mes sœurs qui venaient de notre famille ici, qui parlaient un peu par rapport à la sorcellerie, du voisinage, à la sorcellerie des bailleurs, des bailleresses, et tout en fait. C'était dans ça. Donc un mardi, je reviens du travail, j'étais juste allée voir un peu comment ça se passait et tout. Je rentre et là, j'écoute ma bailleresse avec qui je m'entendais vraiment peu parce que j'avais déjà découvert son vrai visage. Je voulais même venir parler un peu dans ce sens-là, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et lui-même aussi me disait, Chanel, tu sais que là, oh là là, tu sais que là tu es fragile, désolé, c'est sorti comme ça, c'est un nom d'emprunt, désolé. Je sais que là tu es fragile, donc ne te dérange pas trop avec tout ce qu'on va dire ici et là, ne prête pas attention de toutes les façons, je suis là pour toi. Il n'était pas là, je l'ai appelé, je lui ai expliqué la situation, il m'a dit, Madame, ne te dérange pas, laisse. Si les gens veulent parler, laisse. Mais tellement elle criait, elle cherchait en fait à attirer mon attention. Et malheureusement, moi, j'ai ce tempérament chaud-là qui m'a quand même... qui m'a causé des problèmes. Je suis partie sans colère, j'estime, même si je l'ai découvert. Pour moi, je l'appelais maman. Je suis allée vers elle, je lui ai dit, mais maman, le contrat lorsque nous sommes rentrés dans ta maison était celui-là. Mais maintenant, tu viens, tu changes, et c'est même pas que tu viens parler avec nous, non. Tu salis mon nom et celui de mon fiancé dans le quartier, un peu de partout. Est-ce qu'on te doit? Non. Est-ce qu'on a des soucis particuliers? Non. Pourquoi alors tu te comportes ainsi? Elle était dans le feu, moi j'étais tranquille. J'ai dit de toute façon par rapport à l'eau, parce qu'il s'agissait de l'eau, moi je reste mordicus sur ça, qu'on va rester avec la même chose. Quand nous sommes rentrés, tu nous as dit quelque chose, mais maintenant après tu veux changer, c'est pas bon. Et quand on parlait, elle avait son fils qui est apparemment un ganga et une autre femme à côté. Moi j'ai tourné mon dos, je suis partie, elle est restée à chauffer. Quand j'ai dit ça à monsieur le soir, il m'a dit, Madame, je t'avais déjà parlé, mais tu n'as pas voulu écouter. En tout cas, faut faire attention. Cette nuit-là, ça allait, j'ai dormi. Mais avant cette nuit d'abord, les combats ici et là, lorsque même
tellement ma grossesse me dérangeait. Le voisinage était forcé, était obligé de savoir que j'étais enceinte. Cracher ici et là, la nausée bizarre là, j'avais ça. Donc, j'avais déjà des persécutions, vraiment des attaques, mais ouvertement, je ne disais pas aux gens que voilà. Ceux à qui j'avais dit que j'étais enceinte, il y a la maman de mon fiancé. Chez moi, il y a ma mère, ma soeur, mon frère, mon père, non, parce que lui, c'est quelqu'un qui n'a pas de secret. Petite joie, il publie à tout le monde. Donc, j'avais juste dit à ces gens-là. Et ces gens-là aussi, de son côté, ont eu à publier. Donc, sa mère a eu à publier un peu ici et là. C'était, je crois, aussi mon malheur. Donc, avant le mardi où je me suis échangée avec la bailleresse, j'ai eu à faire un songe où j'étais dans une maison inachevée avec mon fils à l'intérieur et une autre femme que je ne connais pas. Et une petite fille, je ne sais pas si vous... Il y a une film d'horreur là où il y a souvent des petites filles avec des robes blanches et les cheveux qui couvrent le visage, qui rentrent et sa présence directement manifestait que du négatif, rien de bon. On se retrouve à genoux et là, elle met quelque chose dans la bouche de la femme que je quitte avec nous. Et lorsque c'était mon tour, moi, je n'ai pas accepté, j'ai refusé. Et là, elle prend une colère. Une bagarre s'enclenche. Mon fils a disparu du rêve, la femme aussi a disparu du rêve, où je comprends que l'objectif même, c'était moi. Et elle me bloque les bras, elle avait une force. Elle me dit, d'ailleurs, c'est pas toi qui m'intéresse, c'est ce qui est dans ton ventre qui m'intéresse. Sa petite bouche s'est élargie et elle a avalé mon ventre. Donc, j'ai tapé sa bouche, je parlais dans le rêve. Au nom de Jésus, je priais. Et physiquement aussi, mon homme à côté m'écoutait parler. Un peu, il me caressait pour me réveiller et tout. Jusqu'à ce que je me suis réveillée en sursaut. Et le mardi, maintenant, je reviens. Et quand on a fini ça, je suis rentrée, monsieur m'a parlé. Je vais mercredi encore au travail. Je rentre avant. Il vient même me chercher parce que je n'avais plus droit à des longues marches. Il vient me chercher, on rentre à la maison. On mangeait et tout d'un coup, je ressens comme si quelque chose ne va pas. J'ai plus de malaise, c'est bizarre. J'appelle mon aîné qui est médecin qui me dit non, on va t'allonger, mets les pieds en l'air. Là, je ressens quelque chose qui remonte et ça me redonne la nausée. Le même jour, le même soir, nous sommes partis faire l'échographie parce que je voulais me rassurer. Même quand je suis allée faire le toucher, je touchais quelque chose. J'avais peur et il y avait du sang. On fait l'échographie, le médecin me rassure que non, ça va. Je suis partie, j'étais mal. Il me rassure que ça va, comme vous savez que c'est une grossesse précieuse, vous êtes en train de stresser et tout, détendez-vous. J'ai dit ok, mais moi je ne veux pas rentrer à la maison. Je veux rester à l'hôpital en observation. Il m'a rassuré que non, ça va. Même monsieur a dit non, elle va rester et tout. Mais il a tellement insisté qu'on a dit ok. Parce qu'on arrive à la maison, lui, il devait aussi faire un tour à son travail. Moi, je rentre. Il avait déjà envoyé un petit du quartier me prendre les médicaments. Même pas 30 minutes, j'ai envie d'uriner. Je me lève, c'est le sang. Complètement, ça éclate. Et là, je peins la chambre avec mon sang. Je me rappelle en larmes, je dis ça va pas. Comme il était loin, il envoie sa fameuse sœur. Vous allez comprendre pourquoi je parle ainsi. Elle vient, elle constate que vraiment le sol est baigné et rempli de sang. Elle m'aide à mettre la couche et là on repart à l'hôpital. Là, ils me font une première perfusion. Ils me mettent, je pense, de Spasfon. En tout cas, pour calmer les contractions parce que j'en avais. J'étais à presque 4 mois. Il me manquait quoi? 3 jours pour faire 4 mois pile. Et la première perfusion terminée, on m'a mis en chambre VIP. J'étais avec une autre aussi qui avait une grossesse qui menaçait. Elle était dans les 7-8 mois, mais elle, c'était la tension. Monsieur a veillé un peu avec moi, sa soeur là aussi a veillé et ils sont rentrés. Je n'avais pas besoin que quelqu'un soit avec moi en fait. Toute la nuit, hormis la première perfusion, ils n'ont plus mis quelque chose. Moi-même à 3 heures, tellement j'avais des contractions, je suis allée réclamer. Ils sont venus me mettre une autre perfusion. À 7 heures, je perds.
je ressens comme un craquement au niveau du bassin. Donc, la grossesse était déjà en train de passer. Je me lève pour aller uriner. Le premier enfant tombe dans le toilette, le deuxième enfant sur le bord de toilette et il était collé au plus petit. Donc, je me rends compte que j'ai perdu trois enfants, 3 fœtus comme ça là. Je perds connaissance. J'ai d'abord lancé un cri qui a alerté ma voisine de chambre, qui a fait signe aux sages-femmes dehors, aux infirmières qui sont venues me trouver au sol. Et voilà, je perds les enfants. On pleure, on est triste, ça va pas. Monsieur corps habillé, au même moment aussi, il reçoit des attaques. Son nom se balade un peu ici et là, ça bascule, il y a une petite guerre. Et moi, j'étais dans ma douleur. Et là, je les perds le 15. Le 16, il devait aller normalement au décès pour enterrer son aîné. Il me dit, je ne peux pas te laisser ici. Mieux, on part ensemble. Je dis, ouais, je préfère parce que si je reste là, je vais tellement me morfondre que ça va m'attrister. On est parti. C'est de là-bas que ma mère m'appelle pour me dire que quand on a enterré tes enfants, il y a un serpent, les serpents des jumeaux là qui la suivaient et que mon père a eu à tuer. Donc quand on arrive là-bas, on fait le décès. Ses parents même étaient surpris de me voir parce qu'ils se sont dit, mais avec la douleur, là, les contractions et autres, la douleur, comment tu as fait pour voyager, pour quitter d'une ville à une autre? J'ai dit non, je ne pouvais pas rester, j'ai supporté. Là-bas même, ma belle-mère m'a fait l'eau chaude et tout le reste. C'était compliqué. Mais comme je ne voulais pas rester sur place, je me suis entêtée. On revient de décès le dimanche, on rentre. Moi, je vais à Libreville pour continuer les examens, pour continuer l'eau chaude chez ma soeur. Et on continue notre vie. On a fait février, mars, ça allait. Avril, on rebascule dans les problèmes parce que la raison même de notre joie est partie. On rebascule dans les problèmes, on est de nouveau là, tiraillé ici et là. Sauf que là, la différence, c'est que nos problèmes n'avaient plus de solution. On était dans une guerre totale. On était vraiment... Et je ne savais pas que c'était grave comme ça. Avril, c'était chaud. On n'était plus en paix. Et on construisait aussi. On était déjà à la fin. Et il était tellement anxieux, il avait tellement envie de rentrer dans sa maison qu'on accélérait les travaux. Excusez-moi, c'est fréquent. C'est encore récent, pardon. Donc, on a réussi à terminer la maison. Et il y a eu une petite guerre. Ce qui m'a même, quand j'ai perdu les enfants, pardon, j'ai oublié. Ça m'a emmené. Après ça, on m'a lancé un fusil nocturne. Tout ça, mon père a paniqué. Et le malheur que j'avais, c'était que mon homme ne m'écoutait pas. Il était très orgueilleux et il ne croyait en rien. Chose des noirs, là, il ne croyait pas à ça. Il disait toujours, ah, ce sont des conneries ce que tu me dis. Pourtant, je venais de dire, papa, j'ai vu telle chose. Je sens telle chose. Je vois que ça ne va pas. Mais à chaque fois, j'étais même allée me plaindre chez ses parents que ça ne va pas. Il y a quelque chose. Il y a même une femme dans la vie de mon fiancé qui nous dérange. Sa mère m'a dit non, chez nous on ne connaît pas ça et tout. Elle m'a baladé là. Elle m'a vraiment baladé. On finit par avoir des problèmes pendant que je me faisais initier avec l'enfant de la bailleresse Nganga qui nous a manqué de respect. Monsieur était tellement fâché. Les gens se sont plaints, ont porté plainte. Nous aussi, on a fait une plainte par rapport à ça. Et il a supplié, tellement supplié que quand il vient me voir, parce que là, quand même, il avait besoin de mon accord aussi. Il m'a dit, chérie, voici le gars supplie, sa maman aussi nous supplie. Je peux faire le sortir de là. Je dis, laisse-moi terminer ici et on va parler de ça. Mais il n'a pas écouté, il a fait sortir avant. On était déjà d'accord qu'il fallait complètement qu'on quitte de là. Après ce combat avec la bailleresse, il fallait forcément qu'on quitte parce que ça devait s'enchaîner. Mais même dans ça, mon homme a vu que je suis passée par beaucoup de combats, que j'ai été combattue parce que j'étais le pilier dans mon foyer. Pour nous deux, je subissais, je combattais et à un moment donné, il fallait aussi que lui m'assiste. Sauf que comme il ne croyait pas,
c'était moi seule qui prenais les balles perdues, les coups, que ce soit ce qu'on lançait dans son travail, dans mon travail, dans le voisinage, c'est moi qui subissais. Et donc on est sorti, le fils de la bailleresse m'avait fait une reconnaissance en disant que si quelque chose arrive à monsieur ou à sa femme, il devait il se portait garant d'assumer les conséquences. Et donc, quand il vient me rendre visite au dernier jour de mon initiation, il me dit qu'on l'a fait savoir qu'il y a des gens qui complotent contre lui, qui disaient non, 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 c'est pas le moment, il faut attendre, c'est pas le moment. Je l'ai regardé, mon papa aussi l'a regardé, et voyant que lui prenait ça à la rigolade, mon père s'est levé, il était fâché. Je suis désolée, c'est très long, c'est pourquoi je vous ai averti dès le départ. Et moi, je lui ai dit, papa, mais tu ne peux pas continuer à être naïf comme ça. Tu ne peux pas continuer à négliger les choses parce que lui, pour lui, c'était juste des paroles en l'air. J'ai dit, si l'homme se rend compte qu'il n'arrive pas à t'avoir physiquement, il va passer spirituellement pour t'atteindre. Et moi-même, je t'ai déjà dit plus d'une fois, je suis allée ici et là. Même moi, on me l'a montré que tu es faible spirituellement, tu n'as aucune protection. On m'a même demandé de venir te dire de te protéger. Comme tu es chrétien, tu jures que tu es chrétien, mais depuis 5 ans qu'on est ensemble, tu es allé à l'église que 3 fois, protestant. Mais protège-toi. Si c'est à l'église, je t'accompagne à l'église. Dans les églises, on fait déjà les seaux, on fait les bains. Même dans la Bible, c'est écrit que les eaux, c'est une purification. Allons, tu te protèges. Il n'y a pas que les paroles. Papa, habille-toi aussi spirituellement parce que tu es nu. Il m'a dit, il n'y a rien, etc. Quand on sort de là, le gars, il ne savait pas vraiment que j'allais là-bas pour m'initier. Moi-même, je ne savais pas. On m'a initié et ça s'est bien passé. Et le type, avec les conditions qu'on m'a données et tout le reste, il avait peur. Or, c'était quelque chose, ce sont des choses très normales. Il n'y avait pas à stresser. Donc, c'est derrière qu'on a eu à faire tout ça là. Et voilà comment le type, le fils Nganga de la bailleresse, se met à taper le diable. Mais je ne sais pas à qui. Et pendant ce temps, nous, on accélérait aussi nos travaux. On cherchait parce qu'on ne voulait plus aller déménager. On ne voulait plus quitter de là pour aller louer encore. Mais moi, je mettais la pression. Je disais non, on ne quitte pas d'ici. Si on n'a pas fini de construire chez nous, on ne quitte pas ici. Je dis, papa, ce que tu dis là est mauvais. Tu nous mets dans les problèmes. Parce que là, déjà, on nous prépare, on nous programme et c'est pas bon. Et ils nous ont mis dans la relation les problèmes, les disputes où il n'y avait plus de paix. Il y avait déjà l'esprit de mort qui se baladait. On est quitté de là en fin avril 2025. On a commencé à arranger les choses et nous sommes allés chez nous. Je coupe. La première semaine, à cause, j'estime, le surménage, j'attrape un palu. Il m'amène les médicaments, je me fais traiter. Et la même semaine, son frère vient, il nous félicite et tout, et il nous dit non, nous d'abord déjà, quand je repars là, on va commencer à faire des réunions pour votre mariage, qui était censé se faire en 2026. Quand il part, le vendredi de la même semaine où j'étais malade, lui aussi, il tombe malade. Je me dis, c'est le même palu. DMG, je me dis que c'est le même palu. Et que de la même manière, j'ai pris les médicaments, lui aussi, il va boire les médicaments, ça va passer, DMG. On a fini toute la plaquette de palu. On a fait des perfusions. On est reparti à l'hôpital. Ça allait déjà 1 semaine et quelques jours. À la 2e semaine, son aîné arrive et je l'explique un peu tout ce qu'on a eu comme problème avant de rentrer dans la maison avec la bailleresse, dans son travail et même la guerre qu'on a maintenant, lui et moi, où il n'y a plus de paix. Et je lui dis non, par rapport à sa santé, ici on fait les examens, il n'y a rien. Quand on est même reparti à l'hôpital, on l'a maintenant trouvé avec une petite infection, mais il n'avait pas de tuberculose. Mais le type maigrissait et il toussait. Et quand il toussait, il disait, Chanel, j'ai l'impression que ma poitrine veut sortir. Même dans le monde spirituel, ils avaient déjà cherché à m'éloigner de lui pour que je ne cherche même plus à prier, pour que je ne sois plus à côté de lui. Parce que comme je disais, j'étais un pilier. J'étais là pour ma personne. Mais même si je m'affaiblissais aussi à cause de la colère, je n'hésitais pas à prier.
Et il y avait même des choses spirituelles, des présences. Et je les combattais toujours. La même femme qui dérangeait mon homme, qui mettait le feu dans ma maison, est même venue. Le couple-là. Le frère a forcé. Nous sommes partis à Libreville. On a fait tous les examens. On a fait peut-être 4 fois les mêmes examens. Et les mêmes examens sortaient aussi les diagnostics différents. Un médecin chez qui nous sommes partis, comme il a aussi son don de voyance, nous a clairement dit là-bas que, très sincèrement, la maladie n'est pas d'ici. Vous êtes là, vous savez également ce que vous avez vous-même eu à faire. Par rapport à ça, il faut vous confesser. Vous avez les attaques ici et là, vous êtes conscient. Il faut vous confesser. Donc, monsieur têtu, DMG, on avait encore peut-être, avant le pire, on avait encore 4 jours. 4 ou 5 jours, oui. Monsieur ne voulait pas. Alors, c'est à 2 jours avant ma douleur que il se met sur mon épaule et me dit là, chérie, enfin, je vais accepter et je vais parler. Emmenez-moi où vous voulez. Et là, je lui ai dit, papa, depuis on est là, je dors pas. Je suis soit au sol sur la chaise pour veiller sur toi. Si là tu décides, Dieu merci, on va y aller. Mais je veux que tu supportes, que tu tiennes le coup pour les enfants que tu as. Même si nous, on est appelés à se séparer, pour ces enfants-là, excusez-moi, désolée, c'est là. Même si toi et moi, on est appelés à se séparer, pour ces enfants-là, papa, tiens le coup et puis fais ce qu'il y a à faire. Si on décide de t'envoyer en enfer juste pour avoir ta guérison, guéris et tu reviens à toi parce que ça n'allait plus, franchement. On est parti là-bas, ça s'est passé. On m'a même appelé pour venir couper les liens, l'aider à se détacher. Donc je l'ai fait. Et comme il était déjà paralysé aux pieds, en venant chercher à détacher la corde au niveau des pieds, ça n'a pas réussi. Une corde, je sais quoi, la feuille de palmier, de cocotier, pardon, qui n'a pas de tige, qui n'est pas dure. J'ai coupé de la tête jusqu'au genou. Arrivé au pied, elle refuse de se couper. La femme sur place me dit, ma fille, est-ce que tu vois? Pour dire que lui-même déjà qui est là allongé, ne sait pas bien confesser, n'a pas vraiment parlé. Et vraiment, c'est compliqué ici. J'ai fait peut-être 5 minutes sur ça, à chercher à le détacher, à le retirer de là où il était. J'ai réussi à couper. Et les pieds qui étaient paralysés se sont redressés, il a redressé ses pieds. Mais comme il était fiévreux, après, quelqu'un même qu'on avait eu à faire entrer dans cette salle-là, en l'aidant à marcher, est sorti de là, lui-même il marchait. Monsieur marchait. Dieu merci. Comme il avait la fièvre, on a donné les médicaments. Elle m'a donné une pommade qu'il fallait masser sur lui. Et même ma belle-mère est venue à masser. Elle a récupéré la pommade de mes mains et elle a massé ça elle-même. Donc j'étais là. Normalement, dans ces choses, lorsque ça arrive, quand tu fais un travail, tu es censé rester là-bas. Mais les parents ont dit non. Mieux, on rentre et à 6 heures, on va revenir pour continuer le traitement. N'étant que fiancée, je n'avais pas assez de pouvoir sur lui. Les parents étaient là, donc c'est eux qui avaient la décision sur lui. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais dit non, on reste ici. Tu ne bouges pas. Même lorsque la maladie a vraiment persisté et que j'ai compris que ce n'était pas une maladie simple, j'aurais, si j'avais eu déjà l'état civil sur mon doigt, je l'aurais emmené quelque part. Et si là-bas il mourait dans mes mains, j'aurais assumé. Alors, ça se passe un lundi. Le lundi dans la nuit, on rentre. Il ne voulait même pas aller chez sa mère. Il voulait aller chez celle qui l'a élevée. Donc, la petite soeur à sa mère. Il a refusé. Il refusait déjà les perfusions. En fait, il y avait des signes. Mais moi, je ne suis jamais passée par là. Je ne connais pas. Je ne savais rien. Je sentais que ça n'allait pas. Mais vu qu'il arrivait encore à un moment donné à se retrouver parce qu'il délirait même parfois. Il parlait...
inconsciemment, il sortait des choses, après il revenait à lui. Il y avait des signes. Et si réellement dans sa famille on l'aimait, on ne devait pas traîner dans les hôpitaux. Si c'est à l'église, on devait finir à l'église. Si c'est chez les Noirs, on devait finir chez les Noirs. Donc ça s'est passé. La nuit de ce lundi-là, à un moment, je sens que ma personne, enfin après 2 semaines et 4 jours, je me suis allongée sur un lit et là, le sommeil m'a pris. Mais un sommeil bizarre, genre tu dors, mais tu vois tout ce qui se passe autour. Et monsieur, il n'était pas bien. Comme toutes les nuits, il était agité, il était ici et là. Chérie, il y a quel problème? Pourquoi tu es comme ça? Oh, ça va, je me sens pas bien, Chanel. Ça va pas, je suis désolée, c'est l'émotion, excusez-moi. Et donc, quand je me réveille au petit matin, je le trouve tout nu. J'ai d'abord voulu me fâcher, après sa soeur m'a dit ça sert à rien de se fâcher. Là, il n'est plus au niveau de se fâcher, on n'est plus au niveau de se fâcher. Il faut qu'on essaie de l'accompagner. J'ai pleuré, j'ai parlé avec lui. J'ai dit, chérie, je te parle depuis. Écoute-moi à un moment donné, écoute-moi, arrête d'être têtu. Supporte et tiens bon pour les enfants, même si ce ne sont pas les miens. C'est tes enfants sont mes enfants, je les aime comme tu les aimes. Tu sais que des 3 femmes avec qui tu as fait les enfants, aucune ne travaille. Et tu as toujours été le père et la mère de ces enfants-là. Si le pire t'arrive, ils vont faire comment? Je l'ai habillé, il ne voulait plus, était comme une femme en plein travail, de contraction, il ne voulait plus rien sur son corps. J'ai forcé. J'ai aussi tenu avec lui. Je l'ai habillé. Il était de nouveau paralysé, il n'arrivait plus à marcher, donc je l'ai aidé à monter dans la voiture de ta soeur. Il voulait d'abord aller à l'hôpital, mais après son frère a dit, avant d'aller à l'hôpital, on va d'abord chez quelqu'un d'autre. Même là où on était censé aller à 6 heures, c'est sorti de leur tête, où ils ont fait exprès, je ne sais pas. Ils sont allés ailleurs, chez des pygmées. Et là-bas, ils ont fait quelque chose, ils ont dit non, si ce qu'on fait là, l'argent que vous avez donné pour la consultation revient, ça veut dire qu'on peut encore faire quelque chose pour la personne. Sinon, c'est que c'est plus possible. L'argent n'est pas revenu, la conclusion a été faite. Et entre-temps, il m'a ce mardi demandé de rentrer, de récupérer des papiers et autres, administratifs et autres. Et j'allais revenir, j'allais juste faire un aller-retour. J'ai dit, chérie, je pars, j'ai compris. Tu m'envoies, je pars, mais attends-moi. Ne fais rien sans moi, s'il te plaît, attends-moi. J'enlève la colère que j'ai de tout ce que tu me fais subir, j'enlève ça. Tu es là, tu es mal. Et si tu es mal, c'est que je suis mal. Donc, attends-moi, s'il te plaît. J'ai pris la voiture, je suis partie. Mon père même commençait à se fâcher parce qu'il avait déjà les retours de ce que je subissais de sa part. Et quand il est malade, mais c'était les copines ici et là qui le rassuraient pendant que moi j'étais assise ou sur une chaise ou au sol. Donc, quand j'arrive, c'est sa soi-disant belle-sœur, ma soi-disant belle-sœur qui me dit non, même là, la maman ne veut pas t'inquiéter. Monsieur est là-bas à l'hôpital sous oxygène avec une couche câline. Là, je m'agite. Je cherche les papiers. J'ai trouvé certains papiers, mais la carte bancaire, je ne la trouve pas. J'ai dit tant pis, je retourne alors comme ça. Je repars. On me dit non, il se fait tard, tu ne peux pas faire un aller-retour comme ça la nuit. Dors, matin 5 heures, on a appelé un véhicule. Tu vas partir avec lui. Et moi, la même nuit, j'ai pas sommeil. Vers les 23 heures, j'appelle celui-là qui m'avait aidé à ouvrir mon ventre, à sortir toutes les saletés qu'on m'avait fait. Je l'appelle, je dis non, tu connais mon homme, tu le fréquentais, voici la situation que je traverse. Je veux une consultation au téléphone. Et là, quand je fais la consultation, son génie me dit, ma fille, moi-même ici, je t'avais déjà demandé de dire à ton homme de venir parce qu'il n'est pas protégé. De venir se protéger, mais tu l'as parlé, il n'a pas écouté. Il s'est entêté. Là, ce n'est pas bon. Il y a une femme, quand vous êtes parti au décès, il y a une femme qui a pris ses empreintes
qui a mis dans un pot de mayonnaise avec un tissu rouge. Elle a enterré ça. Tissu rouge qui veut dire la mort, le sang. Et la même femme-là, pendant que vous étiez en clinique, venait récupérer sa saleté et tout pour aller augmenter ou encore finir avec lui. Donc tous les produits qu'on mettait, parce que le vendredi, quand on nous a interdit, le vendredi ça allait, ça n'allait pas, le samedi ça allait très bien. Ma personne avait repris la forme, le corps même, il a regrossi en un jour, même le visage qui ressemblait déjà à la mort, c'était bien. Le dimanche, il a rechuté. Donc cette femme-là, elle vient, elle prend sa saleté, elle part, elle augmente, et même tout ce qu'on mettait sur lui, elle venait retirer les bonnes choses qu'on mettait, la santé, pour ajouter le poison. Là même déjà, il est entre les deux mondes, mais il est entre les mains de Dieu. C'est comme ça qu'on me dit ça. J'ai dit non, s'il y a possibilité d'interrompre, il ne m'a pas dit. En fait, il a évité de me faire mal. La même nuit, pendant qu'il était avec sa belle-sœur et son frère, il cherchait à me joindre, mais comme il était déjà un peu ici, l'esprit n'était plus en lui. Ah, DMG. L'esprit n'était plus en lui. Je suis désolée, hein, vraiment. Il a un moment eu à dire qu'il n'y a pas que mes collègues qui m'ont fait du mal. Il n'y a pas que là où j'ai été qu'on m'a fait du mal. Même ma propre famille m'a fait du mal. Et vous savez, je pense, même si moi je ne connais pas, mais quand les gens sont déjà à ce niveau, ils voient de l'autre côté aussi. Ils commencent à voir des choses. Je n'étais pas à côté de mon homme. Il a commencé alors à parler par rapport aux enfants, par rapport à moi, par rapport à la maison et tout le reste, à donner les consignes à son frère, à demander à ce que je gère la maison, que je m'occupe des finitions et autres et tout. Puis, il a rendu l'âme. Il est mort. Quand il meurt, automatiquement, il reprend son corps. Et là, c'est en tenante, hein, il reprend son corps. Et les choses qu'on écoute ici, il refuse que son corps aille à la morgue de l'hôpital. Donc la porte ne s'ouvre pas, qui n'était pas bouclée, et le lit sur lequel il était ne veut plus avancer. Il a fallu que là, les gens essayent de parler avec lui. Moi, je n'étais pas encore informée. Je vois à 5 heures l'appel en absence. Quand je monte dans le véhicule pour monter, je rappelle pour dire non, ne t'inquiète pas, je suis en chemin. Elle pleure. Elle me dit, il est mort. Oh, c'était comme... J'ai déliré dans le véhicule. Et comme le chauffeur connaissait bien ma grande sœur, c'est lui qui est venu me déposer à la maison. Mais tout ce que je disais, je savais plus ce que je disais. DMG. J'ai déliré pendant des heures. On a appelé mon père. J'ai reconnu mon père, mais je ne savais pas ce que je disais. Et là, je reviens maintenant à la sœur de monsieur. Quand on pleure comme ça, moi-même, je l'appelle. Un moment, je l'appelle pour dire que il est mort. Ça va pas aussi là-bas, ça craque. Parce que nous tous, on savait que ce n'était pas physique, ce n'était pas simple. Mais lui, il s'entêtait. Je perds mon homme à cause de la têtutesse. Elle arrive à la maison, notre maison qu'on a construite. Pendant qu'elle pleure avec moi, elle vient compatir avec moi. Derrière moi, elle me critique, elle m'insulte, elle insulte ma famille. Avant de partir, elle prend mes régimes de bananes. Les hommes, la moralité là, je ne sais pas vous-même vous allez analyser, mais à un moment donné, arrêtez de faire du mal aux femmes. Et prenez la peine d'écouter. Quand vous dites que vous voulez d'une femme, prenez la peine d'écouter. Si vraiment c'est une femme de prière, parce qu'il y a des femmes frivoles, d'accord. Si c'est une femme, vous-même vous êtes conscient que c'est une femme forte, une femme de prière, prenez la peine d'écouter vos femmes. Moi, je perds mon homme avec qui je devais me fiancer, me marier en 2026. Il meurt. Il m'emmène à recommencer ma vie. Il m'a même montré le samedi où, dès qu'il est mort, en tout cas, il a commencé à me parler en songe, à s'excuser, à me montrer les gens qui l'ont fait ça jusqu'à présent. Je sais ce qui s'est passé réellement. Même si après, on est venu ajouter autre chose sur lui, qu'il était dans ceci, cela. Franchement, je ne veux pas me mettre ça en tête. Je préfère éviter même. Les hommes, s'il vous plaît, écoutez vos femmes. Arrêtez de vous entêter. Parce que le pire est là à côté. Et le plus souvent, lorsque deux personnes qui s'aiment beaucoup ont des problèmes qui n'arrivent pas à résoudre, c'est parce qu'il y a déjà l'esprit de mort au milieu. Faites attention, la famille.
Voilà, DMG, si un autre jour j'ai la force, parce que ça ne fait que 1 mois qu'il est parti. Là, on va faire les 40 jours et faire sa messe. Et malgré les coupures et autres, il a déjà compris que je commence à faire les coupures de lien. Il va à gauche et à droite pour se fâcher, pour dire, allez-y dire à ma femme que je ne veux pas, elle doit pas s'éloigner de moi, je ne suis pas mort. À chaque fois, il vient et dit, je ne suis pas mort. Le jour où on l'a enterré, on devait l'enterrer à midi. Entre 6h et 7h, spirituellement, il est venu s'allonger sur le lit. La même position, en fait, la même scène, on la vivait, mais là, il est venu me montrer les gens qui l'ont fait ça. Il m'a montré même comment on allait l'enterrer. Et lorsque son frère est allé à la morgue pour l'habiller, il a parlé avec le corps de son frère. Il a dit, si tu sais que tu es là où tu es là, tu n'es pas parti de toi-même, que ce sont des gens qui t'ont précipité, reviens pour te venger. Le corps de mon homme a coulé des larmes. Mon homme a pleuré. Comme il n'avait pas la bouche pour parler, il a juste confirmé que grand frère, oui, mais tu ne peux pas. Et là, il est venu, il m'a dit que va les rassurer, que ce qu'ils ont dit, je vais le faire. On l'a pris dans le camp. Le camp chez les femmes, c'est le sacrifice, on l'a sacrifié. Et donc, à chaque fois quand il vient, il dit, je ne suis pas mort. C'est parce que là-bas, il est dans un autre monde où on veut l'obliger à travailler. Et même dans sa famille, celles, parce qu'elles sont 3 femmes et un homme, celles qui l'ont pris, on dit que moi également, je ne dois plus me marier. Ils ont mis une statuette pour dire que cette statuette-là maintenant sera mon mari de nuit, que si je trouve un autre homme, soit il meurt, soit il part. Je suis déjà en plein travail. Ça a tellement énervé mon père, ce qu'ils ont même voulu me faire au village. Dieu merci aussi, Mon père, c'est quelqu'un aussi, malgré le fait qu'il soit un peu dérangé à gauche et à droite à cause de ses propres parents, c'est quelqu'un aussi qui a dit, mes enfants, on ne touche pas. Donc, les choses qui m'attendaient là-bas, il a mis une barrière. Et lui et ma mère et les femmes, mes tantes qui m'accompagnaient, mes soeurs, elles ont mis une barrière. Il y a eu une guerre. Je ne peux pas rentrer dans les détails, il faut que je coupe court parce que là déjà j'ai même pris 40 minutes, je suis désolée. Il y a eu une très grande guerre. Grâce à lui, ils n'ont pas réussi à me baigner parce qu'ils voulaient me laver pour complètement me faire asseoir. Ils n'ont pas réussi à me coller cette chose. Et ils n'ont pas réussi à m'ôter la vie. Jusqu'à présent, je suis en plein travail spirituel. Parce que jusqu'à présent, je combats. Et lui aussi, là-bas, il nous aide. Il parle ici et là, il parle. Et même son grand frère qui est venu le récupérer, parce que lui aussi, c'est un mouton que les personnes qui ont fait ça voulaient sacrifier. Par la grâce, lui au moins, la différence, c'est qu'il écoute sa femme. Parce qu'il écoute sa femme, ils sont sortis de là. Même son nom a été retiré dans la liste de morts. Les femmes qui le font avec l'homme là sont même allées menacer le prophète qui fait ce travail sur lui pour dire que comment est-ce que tu oses nous détacher notre mouton. Parce que ce qu'il voulait, c'était que le grand frère aussi meure pour qu'on dise que voilà, c'est lui qui a tué mon homme. Or, ceux qui le font, je ne peux pas citer, sont là. Et même les gens, ils ont compris le problème, ils ont su qu'on est déjà informés, ça commence à basculer. Mais je remercie Dieu, je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, je fais ce qu'il faut pour les enfants qui sont restés. Et j'ai pris tous les biens qu'on a eu à faire ensemble. J'ai mis ça au nom des enfants pour ne pas que demain, après-demain, les parents sont capables. Donc, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. J'espère que mon histoire va servir à plus d'une. Et on se dit à la prochaine DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Allô, bonjour DMG. Je te fais ce mémo pour l'histoire 3 que j'ai écoutée dans l'épisode 385 parce que je repars un peu en arrière pour écouter. Comme tout le monde sait, écouter et regarder, écouter, liker, partager pour faire grandir la communauté. Où c'est une dame malienne qui avait accompagné, je pense, son patron chez un féticheur et elle s'est rendue compte que c'était elle le sacrifice, quoi. Moi, je voulais parler de ça parce que moi, dans l'enfance, j'ai grandi dans un pays étranger, mais en Afrique. Genre, je suis africaine, je n'ai pas envie de donner ma nationalité, mais compte tenu de tout ce qui se passait dans notre pays, on était allé dans un pays voisin où on a aussi de la famille.
Et arrivé là-bas, quand je suis arrivée au CM2, comme j'étais vraiment avancée par rapport à mon âge, ma mère et mon père, comme je venais d'avoir le CEP, avaient prévu que j'aille en vacances dans mon pays, passer des vacances avec mon père. Et quand je suis allée en vacances chez mon père, j'étais allée en séjour chez une de mes cousines. Et du jour au lendemain, je suis tombée excessivement malade. J'étais tellement malade, vraiment, comme on dit, malade comme un chien. Vraiment avec des fièvres de cheval, on ne comprenait pas. Ma cousine m'a emmenée à l'hôpital, elle a tout fait, rien n'allait. Elle m'a gardée pendant un moment donné. Après, un moment donné, je commençais à me remettre au bout de 1 ou 2 semaines. Après, quand je commençais à me remettre, à emmener chez mon père, mais avec des traitements. Mais les médecins ne comprenaient pas ce que j'avais. Bon, c'est venu tout seul, c'est parti tout seul. Tant mieux. C'est quand je repars dans le pays où je vivais avec mes parents, ma mère et mes frères et mes soeurs, on me raconte une histoire. Ma grande soeur me dit d'abord, ah, quand tu n'étais pas là, maman a failli devenir folle. Je dis, comment ça? Elle me dit, non, que maman ne dormait plus la nuit. Quand il faisait nuit, en fait, ma mère a fait des jours et des jours, elle dormait ni le jour ni la nuit. Et la nuit, elle marchait dans la maison, elle était agitée comme une personne qui perdait la boule. Moi, ça m'a choquée, parce que quand j'ai vu ma mère, quand j'étais arrivée, elle dormait, elle avait l'air normale. Je pose la question à ma mère, elle n'a pas voulu m'en parler sur le champ. C'est quelques temps après, elle m'explique, elle me dit non, quand tu n'étais pas là, un jour, il y a une de ses cousines qui vit dans ce pays-là, qui est venue la voir, qui lui a dit, ah Bernadette, j'aimerais que... Ah, j'ai dit son nom. Bon, j'aimerais que tu m'accompagnes quelque part. Elle dit, mais où? Elle dit, non, je veux te dire, accompagne-moi, j'ai pas envie d'aller là-bas seule. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a dit, quand elles sont parties, comme on dit dans ma langue, on devait arriver, mais depuis là, on n'arrive pas. Ils roulent, ils rentrent dans les savanes, dans les forêts, dans les jungles, on traverse tous les villages. Ah, ma mère dit, mais moi, je ne suis pas de ce pays-là. Tu m'emmènes nous comme ça, on n'en est pas peur. Je voulais que tu m'accompagnes chez un féticheur, comme je ne voulais pas aller seule. Ma mère, comme ça, elle a dit, mais tu sais que moi, je ne fréquente pas ce genre de choses. Comment est-ce que tu m'emmènes là-bas? Elle a dit, quand elles sont arrivées là-bas, elle est rentrée dans la maison. Elle a appelé ma mère a refusé de rentrer. Ma mère est restée dans la voiture. DMG, ils ont dormi là-bas. Ma mère fait qu'appeler. On repart à la capitale. Oh non, dans 1 heure, 2 heures, jusqu'à... Elles ont passé la nuit là. Ma mère a dit qu'elle avait tellement peur qu'elle s'est enfermée dans la voiture. Elle ne voulait pas sortir, elle était vraiment inquiète. Parce que depuis qu'elle est rentrée dans la case du féticheur, là, elle ne sort pas. À un moment donné, ma mère m'a dit qu'elle a pris un grand sommeil. Quand elle a essayé de s'assoupir, elle a vu un énorme serpent. Un immense serpent qui est venu. Le serpent là voulait m'avaler. Et quand elle a vu que le serpent a foncé vers moi pour m'avaler, elle s'est mise debout devant moi, entre moi et le serpent. Donc, ça empêchait le serpent de me manger. Et quand elle s'est mise entre moi et le serpent, quand elle s'est réveillée, c'est comme si on lui avait dit, comme tu as empêché qu'on mange ta fille, là, tu ne vas plus dormir. Elle ne dormait plus, DMG. Et moi, ça correspondait à la période où j'étais tombée malade dans mon pays. Tu vois, tombée grave. J'étais un enfant très maladif. Hein. Mais là, quand j'étais tombée malade, moi-même, j'ai senti que la maladie, là, c'est pas n'importe quelle maladie que j'ai eue. Maintenant, ma mère, comme elle ne dormait plus, ma mère se plaignait en famille que non, je ne dors plus depuis qu'un tel m'a emmené chez un féticheur. Mais les gens qui sont devenus cartésiens, qui ont oublié que les Africains, des Africains banalisés. Un jour, ma mère, on l'emmène à l'hôpital. C'est l'hôpital, on la confère vers un spécialiste des hôpitaux, à l'hôpital des fous. Ma mère, quand elle a pris la décision, parce que pour te transférer, on te fait une lettre, non? Ma mère revient en famille, elle monte, elle dit, moi je suis née, je n'ai jamais été folle. Je suis venue dans ce pays-là, je n'ai jamais été folle. Regardez la lettre qu'elle m'a donnée. Elle a dit à sa grande sœur, bon, comme toi tu penses que je suis en train de rigoler, je vais rigoler le problème à ma manière. Comme à l'époque, ma mère ne priait pas. Ma mère elle a pris en tout cas une arbre blanche. Elle a débarqué chez la dame là. Elle a dit à la dame là, à sa cousine, toi depuis que tu m'as emmené chez le féticheur là, je ne dors plus. Je n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit. Elle a dit, si je sors d'ici et que je rentre à la maison, je me lave, je me mets sur mon lit, je ne dors pas. Toi et moi, il y a un qui va tomber, un qui va rester debout. Et la famille va se diviser. DMG, quand elle est sortie de là, ma mère est rentrée à la maison, elle s'est lavée, elle est montée sur elle a dormi. Moi aussi, dans mon pays, là-bas, la maladie est partie. Bon, en grandissant, j'avais compris qu'elle voulait soit livrer ma mère, soit me livrer, puisqu'elle me connaissait aussi. Et bien, elle voulait me livrer, elle voulait passer par ma mère. Donc, peut-être la présence de ma mère ouvrait une porte vers moi. Maintenant, comme ma mère s'est interposée, chez moi, là-bas, ça a déclenché une maladie parce que j'ai été attaquée. Donc, en grandissant avec le fait que je sois chrétienne, j'ai commencé à beaucoup prier par rapport à ça. Et je me suis souvenue qu'une de mes tantes m'avait dit plus tard. Elle avait dit que leur maman leur avait dit qu'il ne faut jamais accompagner quelqu'un chez un féticheur. Même si quelqu'un te dit, ah, s'il te plaît, moi je vais chez le féticheur demain, est-ce que tu veux m'accompagner? Ne pars pas. J'avais demandé à ma tante pourquoi. Elle a dit, parce que quand elle rentre de la classe du féticheur, là,
Tu ne sais pas ce qu'elle dit au féticheur. Des fois, quand elle t'emmène là-bas, là, quand elle te présente, c'est toi le mouton. Ou des fois, elle va t'emmener. Quand le féticheur va voir que tu corresponds à ce qu'eux, ils veulent faire. Quand tu vas repartir, elle va revenir derrière, elle va dire que c'est elle. Elle m'a dit, ma fille, il ne faut jamais accompagner quelqu'un chez un féticheur. Et quand tu vois déjà quelqu'un va te dire comment voir chez un féticheur, il faut déjà te méfier de la personne là. C'est-à-dire que la personne a des mauvaises intentions vers toi. Parce que pourquoi toi, tu vas aller chez ton féticheur, tu veux que je t'accompagne? Qu'est-ce que tu as vu en moi que tu veux prendre? Soyez vraiment vigilants. Moi, je n'étais qu'une petite fille. Hein. J'avais 8 ans, 9 ans, hein, dans un pays étranger. On m'a lancé une flèche là-bas, je suis tombée. Bon, imagine si ma mère n'avait pas été aguerrie spirituellement. Peut-être le sommet qu'elle avait eu là, c'est Dieu qui lui avait donné le sommet pour qu'elle voie ce qui se passait. Soyons vraiment vigilants, ne soyons pas dans l'ignorance. N'accompagnons pas les gens dans ce genre d'endroit-là. Et quand même quelqu'un te dit, je veux que tu m'accompagnes, il faut déjà rentrer en prière. Moi, je parle pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont croyants. Il faut déjà rentrer en prière. Ça veut dire que la personne, là, moi, je vois que tu as des mauvaises intentions sur moi et je ne vais plus te fréquenter. Donc, c'est ce que je voulais vraiment vous dire. Faites très attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur étoile, qui ont perdu leur vie à cause de ce genre de situation. Donc, commentez, likez, partagez et que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Hello, 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 hello. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est toujours le frère Hébert depuis le Cameroun. Bon, aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire où j'ai vu, je pense, un espion, un démon traverser le mur. Et l'histoire se passe en 2015. En 2015, je suis moi couché sur mon matelas, je suis moi la radio. Subitement, je vois une personne traverser le mur. Oh! Mais ce qui est marrant, c'est que c'est un brouillard noir qui forme un corps humain. Et cet esprit-là est venu comme ça là pour m'étrangler. Quand ça m'étrangle comme ça, je prononce son nom, ça disparaît. Ah, c'est comme ça alors que je commence à prier. Et prie, je prie, je prie, je prie. Après un sommeil me prend. Quand le sommeil me prend, mes frères et sœurs, je vous assure, donc, demandez aux gens qui sortent de leur corps ce que je vais vous conter là maintenant. Ils vont vous confirmer que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Lorsque tu sors de ton corps, si comme tu es habillé là, c'est comme ça que ton âme, ou bien c'est ton âme ou ton esprit qui est habillé. Sachez que non. Comme tu es habillé, chaussures, pantalon, quelle couleur, quand tu sors de ton corps, c'est comme ça que tu es habillé. Je suis étonné que je me vois couché sur le lit. Je me regarde, je suis habillé de la même manière que je suis couché. Ah, Wamasa. C'est comme ça alors que l'esprit là apparaît. Je dis au nom de Jésus, l'esprit a soulevé la main, je suis allé doser mon corps sur le mur. Je suis entré dans mon corps. Je vous dis une histoire réelle. Je me suis réveillé sur le champ. Ah! J'ai commencé à dire que, mais Seigneur, comment je dis au nom de Jésus? Tu dis que sur ton nom, tout genou fléchit. Comment je dis au nom de Jésus, l'esprit là vient me faire ça? Je vous assure que le Seigneur m'a répondu que tu penses que si tu ne me sers pas, tu vis dans le péché, tu vas prononcer mon nom, ça va avoir des faits. Il me dit que mon nom a des faits sur les gens qui me servent. Mes frères, je suis tombé aveugle sur le champ, je vous assure, c'est une histoire réelle. Quand je tombe aveugle, je ne vois plus. Je commence à marcher. Vous savez que quand tu connais ta concession, même si tu as les yeux fermés, tu connais où mettre le pied. Comme ça, il commence à marcher. J'ai atterri maintenant au salon. J'ai dit, maman, amène-moi à l'hôpital, je ne vois plus. Elle dit qu'il y a quoi? Il dit, je ne vois plus. Elle m'a dit que tu ne vois pas que je suis en train de préparer la nourriture de l'anniversaire de ton grand frère. J'ai dit que dans la nourriture est plus importante que moi. J'ai crié. Mon deuxième grand frère, le premier né qui reste à Bafoussam, il dit que tu cries pourquoi? Il dit, grand, je l'explique, il dit que c'est à cause de ça que tu cries. Il dit, je ne vois plus. Il dit, alors, c'est tout. Massa, je suis resté. Il s'est dit que, mais c'est du délire ou que je suis en train de voir bien, ça c'est quoi ça? Moi, je dis que je suis aveugle, personne n'a rien à foutre. Comme ça, je marche. Je rentre encore dans ma chambre, je ferme la porte. J'ai une prière que quand je fais ça, Dieu envoie les anges sur le champ. J'ai mis ma main gauche sur mes yeux. Je commence à prier. Mes frères et sœurs, moi qui ne voyais plus, mes yeux se sont ouverts. Je commençais à voir. Maintenant, je ne pouvais plus regarder la lumière en face parce que ça attaquait mes nerfs. Donc, pour regarder le jour, même le jour, il fallait que je ferme mes yeux. Je regarde doucement. Au fur et à mesure, avec des jours, mes yeux se sont ouverts. Mes frères et sœurs, je dis bien dans mes histoires, moi, je ne vous dis pas des choses qu'un pasteur m'a dit. Je ne vous conte pas des histoires qu'on m'a contées. Je compte mon histoire. Je vous assure, beaucoup de personnes vont vous dire que Jésus n'est pas vivant, que ce sont les blancs. C'est les conneries qu'on va vous expliquer. Jésus-Christ est vivant. Dieu est vivant. La Bible est réelle. Moi, j'ai vu la fin du monde 5 fois. Je vais vous conter l'histoire où j'ai vu la fin du monde. Je vous assure. Mes frères, quel qu'en soit ton problème, je vous assure, il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il n'y a plus d'intermédiaire.
Vous suivez un peu. Quel qu'en soit le problème que tu as, va dans ta chambre. Jésus-Christ est le canal. Tu pries au nom de Jésus. Et que si tu as la foi dans ta prière, tu verras le nom de Dieu se manifester dans ta vie. Je vous assure, je sais de quoi je parle. Parce que je suis beaucoup des histoires ici qu'il y a des petits marabouts sorciers qui parlent que, oh, je vous assure que non. Dans le monde où on vit, il n'y a pas de neutre. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Si tu n'as pas de protection, on te mange. Je sais de quoi je parle. Il dit, si tu n'as pas de protection dans ce monde, on te mange. Si tu choisis le diable, va te faire protéger sur le diable, mais sache qu'après ta mort, tu pars en enfer. Si tu choisis Dieu, le Seigneur Jésus-Christ va combattre pour toi. Même les sorciers vont se prosterner devant toi. Je sais de quoi je parle. Mais maintenant, si tu choisis le Seigneur, tu dois vivre dans le dépouillement. Hein? Tu dois vivre dans le dépouillement. Ne pensez pas que tu choisis le Seigneur, peut-être tu vas pécher. Quand tu pèches, c'est une porte ouverte que l'ennemi va passer même dans les rêves quand tu dors. L'ennemi va venir t'atteindre même quand tu dors. Parce que le péché est une porte que l'ennemi utilise pour venir t'atteindre. Si tu veux servir Dieu, tu dois toi abandonner le sexe, le mensonge, le vol, la manipulation, l'orgueil, la colère, tout ça, tu abandonnes tout. Tu t'accroches totalement à Dieu. Moi, je me suis masturbé pendant 20 ans. Je vais vous conter mes histoires. J'ai fumé, j'ai bu. Je vous assure que j'ai été manipulé, possédé par beaucoup des années. Aujourd'hui, je suis libéré à cause du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand je vous conte mes histoires, je ne vous conte pas mes histoires parce qu'on m'a dit ou bien... je vous dis que je vous parle des choses que j'ai vues. Donc, juste pour vous dire que soyez forts. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Et l'enfer et le paradis existent. Moi, je suis allé en enfer. Je vais vous conter l'histoire où j'étais parti en enfer. C'est toujours le frère Hébert depuis le Cameroun. Merci DMG pour cette initiative. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Oh, mon frère DMG. Oh, tu es béni, mon frère. Tu es vraiment béni. Je dis encore merci pour ce concept que tu as créé. Que Dieu te bénisse. Et tous mes frères du groupe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezois a raconté votre histoire, numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.